Hello, my name is Gina Stam, and I am an associate professor of French at the University of Alabama. I will be reading an excerpt of French speculative fiction author Antoine Volodine's Songes de Mevlido, which is part of a fictional universe known as the Post-Exotic, a literary ecosystem that will soon be completed with the publication of its 49th volume. My reading of the French will be followed by my translation of that passage, which will be published in June 2024 as Mevlido's Dreams from the University of Minnesota Press's Univocal series. 3. Le lendemain, ou plutôt, la nuit suivante. Toutes les nuits se ressemblaient à cette époque, dans la vie de Mevlido comme dans la nôtre. Mevlido rentrait à Poulailler 4 après une journée de travail au commissariat central. De nouveau, on avait le tramway pour décor, avec ses voyageurs somnolents, ses bruits et ses ombres. 700 ou 800 mètres plus loin, la lune bloquait la voie, comme souvent. Elle barricadait Macadam Boulevard de tout son ivoire jaunâtre. Elle était vautrée pesamment sur les rails et elle occupait le paysage jusqu'au milieu du ciel. Ne sachant trop comment répondre à cette manifestation d'arrogance, la ville hésitait entre collaboration et défaite, avec ici et là de piètres tentatives de résistance. Elle comptait sur quelques ampoules non éteintes pour damer le pion à l'envahisseuse. En réalité, elle n'émettait que de lamentables lueurs blafardes. On ne voyait personne dans les ruines. Par pans entiers, les murs disparaissaient, annulés par des noirs de gouffres. Cela pour l'ambiance générale, cette nuit-là encore. Le tramway avançait en se balançant. Une fois engagé sur la ligne droite qui longeait Poulailler 4, il se mit à accélérer, comme s'il prenait de l'élan pour heurter avec violence l'obstacle lunaire. À l'intérieur de la voiture, les ampoules étaient grillées. Les passagers oscillaient, reproduisant avec un léger décalage le rythme des chaos. Ils avaient des figures fermées de mort. On voyait bien qu'ils avaient délégué l'un d'eux pour s'installer aux commandes de la machine. Il lui avait demandé de la fracasser sur le premier satellite géant venu, sur ses roches blanches, sa poussière, sur son silence terminal et, visiblement, cette fin prochaine ne leur causait aucune angoisse. Mevlido se leva. On allait bientôt passer devant son arrêt. Il marcha parmi les formes avachies et il tira sur le cordon qui communiquait avec la cabine du conducteur. Celui-ci, devant son tableau de bord, n'était qu'une silhouette noire, cartonneuse et plate comme une cible de stand de tir. On ne distinguait pas ses gestes. Mevlido allait répéter son signal lorsque tout ulula et se lamenta, les mâchoires de frein, les rues, les rails sous les rues, la carcasse, les vitres, les barres d'appui, le plancher métallique, les sièges. Puis le tramway s'immobilisa. Après 2 secondes d'inertie, les portes s'écartèrent devant Mevlido et dans l'ouverture s'engouffra une bouffée de nuit torride. Une plaque annonçait qu'on était arrivé à la porte Marashvili. Sans réussir à la rendre illisible, quelqu'un s'était donné le travail de maculer l'inscription avec des fientes ou de la boue. Mevlido sortit. Il était le seul à descendre. L'air du quartier aussitôt l'enveloppa et il ferma les yeux pour mieux combattre la nausée qui le saisissait souvent à cet instant, quand il quittait l'espace relativement clos du tramway pour pénétrer dans l'univers de Poulailler 4. La brise nocturne charriait des remugles de guano, des relents de basse-cour et d'excrétions animales et humaines de toutes sortes. C'était une odeur abjecte de ghetto, filamenteuse et humide, noire, malsaine, une odeur de désespoir pré-insurrectionnel et de fausse commune. L'odeur de notre avenir et de notre passé. L'odeur du monde réel, depuis toujours. Puis il rouvrit les yeux. Mevlido's Dreams, Chapter 3. The next day, or rather the following night. In those days, every night was like the rest, in Mevlido's life and in our own. Mevlido was heading back to Hen House 4 after a day of work at the Central Precinct. Again, the backdrop was the tram, with its sleepy travelers, noises, and shadows. 700 or 800 meters farther on, the moon was barring the way, as it often did. It barricaded Macadam Boulevard, with all its yellowish ivoryness.
It was sprawled heavily on the rails and filled the view halfway up the sky. Not knowing too well how to respond to this display of arrogance, the city hesitated between collaboration and defeat, with pitiful attempts at resistance here and there. To outwit the invader, the city counted on a few unextinguished light bulbs, which in reality emitted only wan, pitiful light. No one was visible in the ruins. Whole sections of walls disappeared, cancelled out by the abyssal darkness. Such was the general ambiance again that night. The tram rocked side to side as it made its way forward. Once started on the straightaway running the length of Henhouse 4, the car began to accelerate, as if it were gathering momentum to crash into the lunar obstacle. Inside the tram, the light bulbs were burned out. The passengers swayed, reproducing the rhythm of the train's lurching, with a slight delay. They bore the opaque expressions of dead people. It was obvious that they had delegated one of their number to take command of the machine, requesting that he smash it against the first available giant satellite, onto its white rocks, dust, and terminal silence. And apparently this imminent end gave them no anxiety. Mevlito stood up. Soon they were going to pass by his stop. He walked among the crumpled forms and pulled on the cord that communicated with the conductor's cabin. In front of his control panel, the conductor was nothing but a black silhouette, flat like a cardboard target in a shooting gallery. You couldn't make out his movements. Mevlito was going to repeat his signal when everything screeched and groaned. The brake straws, the wheels, the rails under the wheels, the framework, the windows, the grab rails, the metallic floor, the seats. Then this train came to a stop. After 2 seconds of inertia, the doors parted in front of Mevlito, and into the opening rushed a breath of torrid night. A plaque announced their arrival at the Marashvili Gateway. While not having succeeded in rendering it illegible, someone had gone to the trouble of smearing the inscription with shit or mud. Mevlito got out. He was the only one to exit the tram. The air of the neighborhood enveloped him at once, and he closed his eyes to better fight the nausea that often seized him at that moment when he abandoned the relatively sealed-off space of the tram to enter the universe of Henhouse 4. The nocturnal breeze carried the stench of guano, lingering odors of the barnyard, and human and animal excretions of all kinds. It was an abject odor of the ghetto, fibrous and damp, dark, unhealthy, an odor of pre-insurrectional despair and mass graves, the odor of our future and our past, the odor of the real world since time immemorial. Then he reopened his eyes.